J'ai une fille qui a étudié aux États-Unis, qui a fait les relations internationales au Zaïre et qui est versée dans la politique. Gawali Mobutu apparaît rarement dans les archives officielles de l'histoire politique africaine. Pourtant, son image, souvent associée à celle du maréchal Mobutu Sese Seko, raconte autre chose. La dimension familiale et intime d'un pouvoir longtemps perçu comme monolithique. À travers elle, c'est l'histoire d'un régime à bout de souffle que l'on observe sous un angle plus humain, presque fragile. Vous êtes le conseiller politique de votre père? Exact. C'est quoi la fonction? Je m'occupe de tout ce qui est relations internationales. Ce documentaire explore la trajectoire de Ngawali Mobutu, non pas comme actrice politique directe, mais comme figure silencieuse d'un système en décomposition, témoin privilégié des dernières années du Zaïre. Entre 1990 et 1997, alors que le monde bascule après la guerre froide, le régime de Mobutu passe du statut d'allié stratégique de l'Occident à celui de paria diplomatique. En reliant la biographie de Ngawali Mobutu à cette période troublée, ce film interroge la place des enfants du pouvoir face à l'effondrement de l'État et la frontière trouble entre héritage familial et responsabilité historique. Vous voyagez beaucoup pour la situation politique? Je l'accompagne. Partout où le président se trouve, je suis là. Pour les problèmes internationaux, effectivement. Ngawali Mobutu grandit au cœur du pouvoir zaïrois, dans un univers où l'État et la famille présidentielle ne font qu'un. Être la fille du maréchal Mobutu Sese Seko, c'est évoluer dans un espace clos, protégé, mais aussi profondément politique. Le régime mobutiste repose sur une personnalisation extrême du pouvoir. Le chef de l'État incarne la nation, et sa famille devient, par extension, une vitrine du régime. Chaque geste, chaque apparition des enfants du guide est scrutée, interprétée comme un signe de la solidité du système. La notion de néopatrimonialisme, souvent utilisée par les chercheurs pour qualifier le système de Mobutu, désigne un mode de gouvernance où les ressources publiques sont gérées comme des biens privés. Dans ce contexte, les enfants du président ne sont pas de simples proches. Ils symbolisent la continuité du pouvoir et sa légitimité. Parmi les nombreux héritiers, une fratrie complexe issue de plusieurs unions, Ngawali se distingue rapidement. Diplômée en relations internationales d'une université américaine, elle devient, à partir des années 1990 et jusqu'en 1997, une conseillère diplomatique informelle de son père, l'accompagnant dans ses voyages officiels et participant aux cercles les plus restreints du palais. Ngawali Mobutu est fréquemment présentée comme la « fille préférée », une expression lourde de sens dans un régime où la loyauté personnelle prime sur les institutions. Cette proximité affective avec le maréchal renforce sa visibilité, mais aussi sa vulnérabilité. Elle bénéficie d'un accès privilégié aux décisions, aux faveurs et aux réseaux, tout en portant le poids des attentes et des jalousies familiales. Alors que le Zaïre traverse une crise économique profonde à la fin des années 1980, marquée par l'effondrement des infrastructures, l'hyperinflation galopante et l'appauvrissement massif de la population, le contraste entre la vie de la famille présidentielle et celle du peuple devient de plus en plus criant. Les fastes de Gébadolite, les voyages en Concorde, les propriétés à l'étranger tranchent avec la misère quotidienne. Ngawali Mobutu incarne, malgré elle, ce décalage, devenant un symbole silencieux des privilèges du sommet de l'État à l'aube de son déclin. Sa position illustre parfaitement la fusion entre sphère privée et sphère publique, où le destin d'une fille aimée se confond avec celui d'un régime vacillant. L'année 1990 marque un tournant décisif pour le régime de Mobutu et, par ricochet, pour son entourage familial. Le 24 avril 1990, le maréchal annonce, les larmes aux yeux, l'instauration du multipartisme mettant officiellement fin au parti unique et au monopole du mouvement populaire de la Révolution. Ce discours, souvent présenté comme une ouverture démocratique, est avant tout une réponse pragmatique aux pressions internationales dans un monde désormais post-guerre froide où le Zaïre perd brutalement sa valeur stratégique pour l'Occident. La fin du monde bipolaire prive Mobutu de ses soutiens indéfectibles. Les États-Unis, la France et la Belgique, qui fermaient les yeux sur les dérives du régime en échange d'un alignement anticommuniste, conditionnent désormais leur aide au respect des droits humains et à des réformes authentiques. Quelques semaines plus tard,
Le massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi, en mai 1990, provoque un choc international retentissant. Les forces de l'ordre répriment violemment une manifestation pacifique, faisant des dizaines de morts selon les estimations les plus élevées. Les aides bilatérales sont gelées, les crédits internationaux suspendus, et le régime entre dans une phase de rupture diplomatique progressive, accentuée par l'isolement croissant. Pour Ngawali Mobutu, cette période marque la fin d'une illusion de stabilité. Celle qui, en tant que fille préférée et conseillère diplomatique informelle de son père depuis le début des années 1990, avait accompagné les voyages officiels et fréquenté les cercles les plus restreints du pouvoir, voit le cercle familial, autrefois protégé par l'appui occidental, commencer à ressentir les effets de l'isolement. Les restrictions de visa imposées à l'entourage présidentiel, notamment par les États-Unis, dès 1993, étendues à Mobutu et à sa famille, traduisent une sanction politique directe. Ces mesures touchent non seulement le chef de l'État, mais aussi ses proches, limitant leurs déplacements, leurs accès aux capitaux occidentaux et leur réseau d'influence. La famille Mobutu devient alors un enjeu symbolique puissant. Punir le clan, c'est affaiblir le régime dans son cœur même. Ngawali se retrouve ainsi, sans rôle officiel formel, mais au plus près du maréchal, au centre d'une tempête politique qui dépasse largement sa personne. Témoin puissante des fissures qui s'élargissent, elle incarne la vulnérabilité croissante d'un système où la loyauté familiale et la survie du pouvoir se confondent de plus en plus. Entre 1990 et 1994, la communauté internationale tente d'imposer une transition pacifique au Zaïre, dans un contexte où le régime mobutiste vacille sous les coups de boutoir internes et externes. La troïka diplomatique, formée par les États-Unis, la France et la Belgique, anciens piliers du soutien à Mobutu pendant la guerre froide, agit de concert pour pousser le maréchal vers une sortie négociée du pouvoir. Ces trois pays, qui avaient longtemps fermé les yeux sur les dérives du régime en échange de sa fidélité anticommuniste, conditionnent désormais toute aide à des réformes démocratiques réelles et au respect des droits humains. L'instrument central de cette transition est la Conférence nationale souveraine, CNS, ouverte en août 1991, après des mois de négociations tendues. Conçue comme un forum représentatif réunissant près de 2800 délégués, opposition, société civile, forces armées, églises, la CNS est chargée de refonder l'État, d'adopter une nouvelle constitution et de préparer des élections libres. En théorie, elle incarne la souveraineté populaire et marque une rupture avec le parti unique. En pratique, elle est systématiquement entravée par le pouvoir en place. Mobutu multiplie les manœuvres dilatoires. Il invite des milliers de partis fantômes pour diluer les débats, nomme des gouvernements parallèles, suspend les travaux à plusieurs reprises, notamment après les pillages de septembre 1991 et les mutineries de 1992, évite progressivement la transition de son sens. Cette obstruction permanente entraîne un boycott diplomatique croissant, des sanctions renforcées et accentue l'isolement du régime sur la scène internationale. Pour Ngawali Mobutu, cette période correspond à un rétrécissement brutal du monde. Celle qui, en tant que fille préférée et conseillère diplomatique informelle, avait jusque-là évolué dans les cercles les plus fermés du pouvoir et accompagné son père dans ses voyages, voit ses horizons se fermer. Les déplacements deviennent difficiles en raison des restrictions de visa imposées à l'entourage présidentiel. Les relations internationales se contractent et le statut autrefois prestigieux de la famille Mobutu se transforme en fardeau lourd. Vivant au cœur du palais, Ngawali assiste impuissante à la dégradation progressive, l'effritement des soutiens extérieurs, les intrigues familiales exacerbées par la crise et la montée d'une opposition qui cible directement le clan. La CNS, notion complexe et souvent mal comprise par le grand public zaïrois, représente ici une tentative avortée de rupture avec le pouvoir personnel et patrimonial. Son échec, consommé en 1992 à 1993, avec la mise en place d'une transition boiteuse sous contrôle mobutiste, annonce déjà la fin violente du régime. Dans l'ombre des négociations avortées, des sanctions et des pillages récurrents, la famille Mobutu vit une lente marginalisation, prélude à l'effondrement final de 1997.